Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. La proposition de Jean-François Copé fait bondir la classe politique. Le président de l'UMP veut réformer le droit du sol et souhaite la fin de l'acquisition automatique de la nationalité pour les enfants d'immigrés clandestins. Le gouvernement dénonce une proposition indigne de la République. Le Front National accuse l'UMP de piocher dans ses idées. C'est le grand débat du mardi soir. Le droit du sol, la politique d'immigration et les frontières de Schengen. On en parle avec de nombreux invités tout à l'heure. L'écotaxe cristallise la colère des agriculteurs qui ont manifesté dans tout le pays contre ce prélèvement qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2014. Ils demandent son ajournement. Le ministre Stéphane Le Foll admet que certaines choses sont à améliorer. En Bretagne, particulièrement touchée par la crise, le mécontentement va grandissant. Une réunion sur cette région s'est tenue en début de soirée à Matignon avec des élus bretons. Les détails dans ce journal. Et puis on l'avait laissé visage fermé, mâchoire serrée, ton menaçant. Au soir de sa défaite lors de la primaire socialiste à Marseille, finalement, Samia Ghali est revenue à de meilleurs sentiments. La sénatrice socialiste s'est exprimée aujourd'hui aux côtés du premier secrétaire du PS, nettement plus souriante, mais toujours pas un mot sur le rassemblement derrière le vainqueur, Patrick Mennucci. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie. Ils ont manifesté leur mécontentement sur les routes de France. Les agriculteurs sont en colère contre l'écotaxe, ce prélèvement qui sera appliqué aux poids lourds dès 2014. En Bretagne, où le secteur agroalimentaire souffre beaucoup, la colère est vive. Une réunion sur la région s'est tenue en début de soirée à Matignon avec les élus bretons. On voit tout cela avec Sophie Normand. Réunion d'urgence ce soir à Matignon avec notamment les parlementaires bretons et peut-être une solution pour répondre à la grogne des agriculteurs sur l'écotaxe. Ce que j'ai ressenti à travers cette réunion, c'est la forte volonté déjà d'établir un moratoire sur l'écotaxe. Appliquer l'écotaxe alors qu'il n'y a pas de méthode alternative, pour moi, c'est vaut mieux nous dire tout de suite, il faut que les Bretons payent les infrastructures. La cible du mécontentement, ce sont ces bandes électroniques destinées à enregistrer le passage des poids lourds. C'est à partir de ces installations que sera collecté l'écotaxe, aux grandes dames des transporteurs mais aussi des agriculteurs. Alors ce matin, ils se sont mobilisés comme ici en Normandie, mais aussi dans l'est de la France et en région parisienne, déployant des banderoles pour certains, bâchant des radars pour d'autres. Tout n'est pas possible accessible par train ou par autre voie. Il faut être raisonnable et si on veut continuer à faire vivre nos campagnes, il n'y a pas d'autre choix aujourd'hui que d'utiliser le transport routier. Les agriculteurs réclament l'ajournement de l'écotaxe, un nouvel impôt qui selon eux engendrera une hausse de 5 à 10% du coût du transport qu'il sera difficile de répercuter sur les prix de vente aux consommateurs, pénalisant un peu plus un secteur déjà en difficulté. C'est se tirer une balle dans le pied que de vouloir financer des nouvelles modalités de transport par une taxe qui va d'abord impacter des filières où on a déjà bien du mal à survivre, quoi. L'écotaxe doit entrer en vigueur le 1er janvier prochain. Le psychodrame Leonarda, les dissensions au sein de la majorité ou encore la difficile situation économique, autant d'éléments qui ont incité le patron des députés UMP, Christian Jacob, à interpeller Jean-Marc Ayrault, lui demandant de poser la question de confiance aux parlementaires. Dans l'hémicycle de l'Assemblée, le Premier ministre a répondu qu'il aurait la confiance d'une large majorité à l'occasion du vote du budget. Et quelques instants plus tard, justement, le budget 2014 a été adopté à 316 voix contre 249, soit une très large majorité. Et autre dossier sensible pour le gouvernement, la réforme des retraites. Le texte sera examiné à partir de demain par les sénateurs en commission avant la séance publique lundi prochain. On connaît déjà la position de chaque groupe politique au Sénat et les réticences sont nombreuses à droite comme à gauche. Les détails avec Nathalie Guilloire. Les sénateurs abattent leurs cartes au sujet de la réforme des retraites. Chacun des groupes met en place sa stratégie. Ce matin, les centristes qualifient de trompeur le projet de loi du gouvernement, projet qui maintient le système par répartition. Eux proposent une autre solution. Nous voulons une réforme juste, équitable du système des retraites, c'est-à-dire une réforme systémique
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, réforme systémique? C'est une retraite par points, égale pour tous. C'est-à-dire que la cotisation donne lieu à des points et que ça se transforme et fait après par une pension. Un amendement du groupe sera déposé pour mettre en place ce système à points à partir du premier semestre 2014. Mais pour les socialistes, cette proposition n'est pas fiable. Là-dessus, il faut être clair, les Français ne sont pas prêts à remettre en cause leur système de retraite par répartition. De toute façon, un changement de système ne réglait pas le problème des déficits de la branche retraite. Les sénateurs du groupe communiste, eux, se sont réunis ce midi à la Sorbonne. Le lieu n'est pas choisi au hasard, ils reprochent au gouvernement de s'attaquer à la jeunesse avec sa réforme. C'est une réforme des retraites tout à fait injuste et déséquilibrée, qui constitue un véritable recul de société. Quand on veut faire travailler les jeunes jusqu'à 65, 66, voire même 67 ans, et les jeunes qui sont ici disent même au-delà, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Le vote du texte au Sénat est compromis. Sans surprise, le groupe UMP va voter contre et les sénateurs écologistes ont annoncé ce matin hésiter encore entre l'abstention et le vote contre. Et puis en bref, on l'avait laissé visage fermé, mâchoire serrée, ton menaçant au soir de sa défaite lors de la primaire socialiste à Marseille. Finalement, Samia Ghali est revenue à de meilleurs sentiments. La sénatrice socialiste s'est exprimée aujourd'hui aux côtés du premier secrétaire du PS, nettement plus souriante. Elle a confirmé son engagement au sein du Parti socialiste. En revanche, toujours pas un mot sur le rassemblement derrière le vainqueur Patrick Mennucci. À 5 mois des élections municipales, les stratégies des uns et des autres s'affinent. On va s'arrêter un moment ce soir dans le 22h sur l'offensive menée par le Front National en vue de ce scrutin dans des villes gérées de longue date par les communistes. Le FN espère faire basculer ces régions bastions communistes en présentant, vous allez le voir, de jeunes candidats qui mettent en avant le thème du renouvellement de la classe politique. Notre journaliste Marie Brémaud est allée à la rencontre d'un candidat Front National, Mitry Mory, en Seine-et-Marne. Regardez. Mitry Mory, commune industrielle de 20 000 habitants aux grandes banlieues parisiennes, en Seine-et-Marne. Mitry Mory, ville communiste depuis 50 ans, mais à l'élection présidentielle, le FN a surpassé le Front de gauche avec 22,4% des voix. Alors, à quelques mois des municipales, le tout jeune candidat frontiste de 24 ans sonne la charge. Depuis 50 ans, ils ont voté communiste. Depuis 50 ans, cela ne bouge pas, à part dans la négativité. Et c'est pourquoi de plus en plus nous montons, de plus en plus nous arrivons et de plus en plus nous serons élus. Une offensive sur une ville cible, mais pour l'heure, le programme du Front National est encore bien flou. Pour la maire et candidate à sa succession Corinne Dupont, la meilleure défense à l'attaque, c'est son bilan et le silence. Je ne sais pas ce que veut dire être une cible. Moi, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. La stratégie frontiste pour faire tomber des bastions communistes, présenter des candidats jeunes et novices. Vous faites un petit peu coup double, c'est-à-dire vous présentez une nouvelle génération de militants au suffrage, donc vous donnez l'image d'un parti rajeuni, d'un parti dynamique. En même temps, c'est plus facile de trouver des jeunes pour aller à la conquête de ce type de fief, parce que c'est quand même pas forcément une tâche aisée. Et puis vous collez aussi quelque part à une certaine évolution sociologique. À Mitry Mory, Adrien Desports espère au minimum 5 conseillers municipaux. Et la suite du 22h avec, comme tous les mardis, la chronique nette d'infos de Caroline Deschamps. La chronique nette d'infos. Bonsoir Caroline. Bonsoir et Sonia. On va parler ce soir d'écoute et de surveillance. Mais pas de la NSA, mais du Front National. Le FN a en effet envoyé à tous ses secrétaires départementaux une note afin qu'ils surveillent les comptes Facebook et Twitter de leurs candidats aux municipales. Alors un courrier qui sera publié demain dans l'hebdomadaire d'extrême droite Minute et qui reprend une précédente mise au point qui avait été révélée par le
le plus le site du Nouvel Obs. Steve Briois, le secrétaire national du parti de Marine Le Pen, enjoint donc les préfets du parti à vérifier la présence numérique des élus et il leur demande d'établir, je cite, un rapport ville par ville sur la bonne tenue du compte Facebook de chaque candidat dont ils ont la responsabilité. L'objectif est donc, je cite, qu'il n'y ait pas d'excès de communication et que les posts, Sonia, les tweets soient conformes à la ligne du parti. Donc le FN veut tout contrôler et éviter évidemment les dérapages. Et oui, malgré les sessions de formation qui sont dispensées régulièrement au cadre du parti sur les bons usages des réseaux sociaux, les dérapages sont légion, notamment sur Facebook. Dernier en date, les propos racistes d'Anne-Sophie Leclerc qui compare Christiane Taubira à un singe. Regardez cet extrait d'Envoyé spécial. Ce genre de comparatif des Noirs avec des singes, ça fait partie quand même de toutes les thématiques du racisme primaire. Non, ça n'a rien à voir. Un singe, ça reste un animal. Un noir, c'est un être humain. J'ai des amis qui sont noirs et c'est pour ça que je leur dis que c'est des singes. Mais pourtant, là, vous faites ce comparatif-là avec ce photomontage. C'est plus par rapport à une sauvage que je l'ai fait, pas par rapport au racisme ou au noir ou au gris ou n'importe quoi. Là, c'est vraiment une sauvage. C'est une sauvage, voilà. À la limite, je préfère la voir dans un arbre après les branches que de la voir comme ça au gouvernement, hein, franchement. Alors depuis, Sonia Anne-Sophie Leclerc a retiré le photomontage de Facebook. Elle n'est plus investie par le FN au municipal. Et c'est donc la diffusion de ce reportage qui a valu la nouvelle mise en garde du parti et la surveillance des conversations des élus frontistes sur le net. Et alors Facebook, il faut le savoir, fait l'objet d'une surveillance particulière car le FN est très actif sur ce réseau. Et c'est là, je cite, qu'il y a le plus de problèmes, et Steve Briois. Il faut dire donc sur Twitter, c'est limité à 140 caractères, alors que sur Facebook, c'est nos limites. On peut poster tous les commentaires que l'on veut. Ironie de l'histoire, le FN a investi très très tôt les réseaux sociaux. C'est même l'un des partis les plus actifs, si ce n'est le plus actif sur le web, car le net lui permet en fait de diffuser ses idées sans filtre, sans journaliste, et donc de participer à la dédiabolisation de son image. Et voilà que le Front National, du coup, se retrouve pris à son propre piège. Il se doit de contrôler l'ensemble de sa communication s'il veut se départir de son image extrémiste. Alors c'est une tâche ardue, s'il en est, parce qu'on imagine mal comment le FN peut contrôler, outre ses 600 têtes de liste, l'ensemble des conversations de ses adhérents. Alors à moins que la discipline fonctionne à plein et que les cadres sachent tenir leur langue, ou plutôt leur souris. Mais attention, la glissade sur le clavier est vite arrivée. C'est clair. Caroline Deschamps pour la chronique Net d'Info. On vous retrouve dans le 22h la semaine prochaine. Et, je le précise, on vous retrouve avant pour votre émission La politique. C'est net et c'est à suivre vendredi à 19h15. Merci beaucoup Caroline. Merci, à suivre dans un instant le grand débat du mardi soir autour de la politique d'immigration. En France, la proposition de Jean-François Copé de modifier le droit du sol provoque un tollé à gauche et les moqueries du Front National qui rappellent que cette idée fait partie de son programme depuis toujours. La droite estime qu'il est urgent de revoir cette politique. Droit du sol, immigration et frontières de Schengen. On en parle avec de nombreux invités. C'est juste après le tour de l'info de Marie Lebon. Promesse de campagne de François Hollande en 2012, les contrats de génération peinent à séduire les entreprises. À l'heure des premiers bilans, 7 mois après son lancement, le couperet tombe. Pour Michel Sapin, le dispositif ne rencontre pas le succès escompté. Le rythme doit s'accélérer. Le ministre du Travail appelle donc les organisations patronales et les syndicats à multiplier les accords avec les PME. Ces entreprises de moins de 300 salariés peuvent bénéficier d'une aide de 4 000 € par an. Un accélérateur pour l'embauche des jeunes en CDI. Au moment où je monte à cette tribune devant vous, je mesure la gravité du sujet qui nous occupe et l'importance du travail commun que nous devons poursuivre pour faire émerger
le meilleur texte de loi possible. Retoqué par le Conseil constitutionnel en août dernier, c'est la deuxième fois que la ministre du Logement vient présenter ce texte dans l'hémicycle. Au cœur de cette loi, l'encadrement des loyers dans 38 grandes villes, un moyen pour stopper la hausse des prix en milieu urbain. Mais la loi Duflot, c'est aussi une garantie universelle des loyers impayés qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2016. Un volet déjà contesté par les professionnels de l'immobilier qui craignent qu'elle incite les locataires à ne pas payer leur loyer. Bachar al-Assad ne jouera aucun rôle dans le futur gouvernement syrien, c'est du moins l'avis de William Hague, chef de la diplomatie britannique. Réunis aujourd'hui à Londres, les amis de la Syrie rassurent et appellent l'opposition modérée à participer aux futures négociations de paix prévues en novembre prochain à Genève. Dans Gravity, le réalisateur mexicain Alfonso Cuarón met en orbite Sandra Bullock et George Clooney dans un space movie haletant en 3 dimensions. Déjà en tête du box-office américain et salué par la critique, mais aussi par le monde scientifique et les astronautes, le film arrive demain sur les écrans français. Le dessin du jour est signé Baudry. Pour le site Rue 89, le dessinateur envoie lui aussi un homme dans l'espace, mais il s'agit cette fois de François Hollande. Monté du FN, affaire Leonarda, le chef de l'État peine à garder les pieds sur terre. La proposition de Jean-François Copé fait bondir la classe politique. Le président de l'UMP veut réformer le droit du sol et souhaite la fin de l'acquisition automatique de la nationalité pour les enfants d'immigrés clandestins. Le gouvernement dénonce une proposition indigne de la République. Le Front National accuse l'UMP de piocher dans ses idées. C'est le grand débat du mardi soir, le droit du sol, la politique d'immigration et les frontières de Schengen. On en parle avec nos invités ce soir. Je vous les présente avec plaisir. Philippe Marini, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Président UMP de la Commission des finances du Sénat, sénateur de l'Oise. Avec nous également Armelle Gardien, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du réseau Éducation sans frontières. Merci d'être avec nous. Laurent Bouvet, bonsoir. Bonsoir. Politologue, professeur à Versailles. Vous êtes l'un des initiateurs de la gauche populaire. Avec nous également notre chroniqueur Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Et avant d'entamer notre débat, je vous propose justement d'écouter la proposition du président de l'UMP, Jean-François Copé, au micro Public Sénat de Pierre-Henri Gergonne. On l'écoute. Je le redis, il n'a jamais été question, jamais, de remettre en cause le droit du sol. Il est question simplement de poser la question pour les enfants nés de parents séjournant en France illégalement, s'ils doivent avoir l'automaticité de la nationalité française. Ma réponse est non. Regardez par exemple ce qui se passe à Mayotte. Ce sont des sujets graves sur lesquels je considère que l'on doit pouvoir avoir un débat. Chacun voit bien le jeu auquel se livre le Front National, qui est dans une approche populiste, là où moi je souhaite que la droite soit une droite populaire, c'est-à-dire au cœur des préoccupations des Françaises et des Français. Et on écoute à présent la réaction du Premier ministre Jean-Marc Ayrault dans l'hémicycle de l'Assemblée. Je crois qu'il est de bons conseils pour vous, comme tout le monde, de passer de l'émotionnel au rationnel. Allez, mes chers collègues, de passer, on va écouter. De passer des calculs politiciens au principe de la République. Et je vous le dis à vous, Monsieur Ciotti, mais je le dis aussi à Monsieur Copé, qui est en train de préparer l'abandon du droit du sol au profit du droit du sang. Ça, ce n'est pas la République, Monsieur Copé. Philippe Marini, pourquoi s'attaquer maintenant au droit du sol? Et parce que c'est notre conviction. Parce que nous avons le sentiment, beaucoup d'entre nous, à l'UMP, que la politique d'immigration n'est pas maîtrisée. Chaque jour, il y a de nouveaux épisodes pour le montrer. Et dans une période de difficultés économiques et d'ajustements douloureux comme celle que nous connaissons, il est bien évident que pour l'opinion publique, ce sujet est un des principaux sujets à traiter. On ne peut pas, pour éviter de faire de la peine au café de Flore,
eh bien, le contourner sans cesse. Qui représente le Café de Flore? Ce sont tous les commentateurs, n'est-ce pas, généralement convenables, qui mesurent leur langage et qui voudraient nous enfermer dans une nasse. Eh bien, il ne faut pas se laisser enfermer dans la nasse. Et il faut dire ce que l'on pense et exprimer ses convictions. Et j'estime que Jean-François Copé a tout à fait été dans son rôle. Ce qu'il dit est extrêmement raisonnable. Ça porte sur les enfants d'étrangers en situation irrégulière qui ne devraient sans doute pas devenir automatiquement français. Enfin, quand même, c'est une proposition de bon sens et d'une extrême modération. C'est une proposition de bon sens ? C'est surtout une proposition qui revient, on va dire, de cette histoire un peu comme un serpent de mer. Chaque fois, c'est quelque chose à géométrie variable. Oui, déjà en 1991, Valéry Giscard d'Estaing en parlait déjà. Oui, j'ai l'impression que chaque fois qu'il y a un certain vide, on apporte des propositions de ce genre et je ne suis pas surprise qu'à l'approche des élections, plus on va s'en rapprocher, plus on va trouver des propositions. Alors, est-ce que c'est la préoccupation des Français en ce moment? Très sincèrement. Il faut l'encourager, on n'est pas en train de parler de ça. Là, vous parlez des enfants, c'est de cela que l'on parle. On parle des enfants, des personnes en séjour irrégulier, acquérant automatiquement la nationalité française. Moi, on parle bien des séjours irréguliers, donc des hors-la-loi de la République. Avant d'arriver ici, a feuilleté un livre qui s'appelait « Ils sont devenus français » et qui retrace l'acquisition de la nationalité pour un certain nombre de personnalités depuis un siècle. Irréguliers? Eh bien, évidemment, il y en a un certain nombre qui sont entrés irrégulièrement parce que, d'une part, la législation n'était pas la même. Moi, je ne suis pas juriste, je vais vous parler simplement de ce que, on va dire, le français moyen peut avoir comme connaissance sur le sujet. Et donc, dans l'histoire familiale d'un certain nombre de gens, alors on peut citer, moi, je n'ai pas vérifié ceux qui étaient entrés irrégulièrement et ceux qui étaient entrés régulièrement, mais je peux vous assurer que consulter ces archives, il y a donc des gens très sérieux qui l'ont fait, c'est tout à fait intéressant de voir comment l'administration met des bâtons dans les roues, dans la demande tout à fait légitime d'un certain nombre de personnalités, des arts, de la politique, Dans quel but? Vous parlez de personnalité, on est dans un autre monde. On est dans un autre monde, visiblement. Parce que pour c'est vous, pas de les cette gens immigration régulièrement sont tous des pauvres, des misérables, des sous-doués intellectuellement. Ne me faites pas dire cela. Mais ceux dont vous parlez, qui ont eu un itinéraire remarquable, je pense qu'il ne s'agit pas. J'ai laissé le livre, je vous le passerai à la sortie. Sincèrement, je pense qu'il ne s'agit pas de la même immigration. Je vais laisser la parole à Jean-Luc Gombault, justement, pour un rappel aussi des chiffres précis. Mais Laurent Bouvet, que faut-il y voir? Parce que, est-ce qu'il y a une volonté de parler à l'électorat du Front National? Et faut-il, effectivement, parler à cet électorat? Oui, juste une précision sur la manière dont vous m'avez présenté. Pardonnez-moi, mais vous avez dit que j'étais initiateur de la gauche populaire. J'avais signé un livre collectif qui s'appelait Plaidoyer pour une gauche populaire. Je ne suis pas Vous lié. êtes mal à l'aise avec la gauche populaire? Non, c'est pas ça, mais c'est qu'il y a un groupe, il y a un groupe d'élus. Non, mais il y a un groupe d'élus PS qui s'appelle comme ça. Je n'ai rien à voir avec eux, donc je préfère le préciser pour les téléspectateurs. C'est quand même la moindre des choses. Pardon de ce rappel. Allez-y. Alors, est-ce qu'il y a une volonté de parler justement à l'électorat du Front National? Oui, incontestablement, et ça ne date pas de la déclaration de Jean-François Copé. Depuis la victoire de Nicolas Sarkozy en 2007, rappelez-vous, Nicolas Sarkozy, on avait dit à l'époque, on avait utilisé ce terme, je n'aime pas beaucoup, mais peu importe, avait siphonné les voix du Front National. C'est-à-dire qu'il avait obtenu effectivement sa victoire par rapport au score de Jean-Marie Le Pen en 2002. Il avait effectivement conquis une partie, certainement, du vote Front National et il avait été élu en partie grâce à ses électeurs. En 2012, la stratégie de Nicolas Sarkozy, président de la République sortant, était de conserver le maximum de cette avance qu'il avait pris sur cet électorat-là, qui a sans doute bougé un peu. Je prends là des grands agrégats, ça n'a pas grand sens, mais enfin, disons pour bien faire comprendre les choses, c'était de le conserver. Et on avait vu qu'à partir du discours de Grenoble en 2010, il avait mis l'accent davantage sur des questions, disons, et dans la manière de les poser, qui pouvaient être des signaux vis-à-vis de cet électorat. Parce qu'il en avait besoin.
c'est la continuité. C'est ce qu'on avait appelé la ligne Buisson. Rappelez-vous du nom du conseiller. Je fais une parenthèse que Nicolas Sarkozy, qui n'est pas revenu sur le principe du droit du sol, qui dit nous garderons le droit du sol. Le droit du sol, c'est la France. Bien sûr. Non, mais je parle de l'ensemble. La déclaration de Jean-François Copé sur cette mesure-là, c'est une petite mesure dans un ensemble. Il faut recontextualiser la chose, si je puis dire. Donc il y a une continuité, effectivement. Aujourd'hui, l'UMP est dans une situation politique difficile par rapport à cette question. Ce n'est pas le problème que de l'UMP, c'est aussi le problème de la gauche, sur lequel on reviendra peut-être plus tard. C'est le problème de l'ensemble de la classe politique. Un moment sur l'UMP, Philippe Marigny, quand le Front National vous dit que vous faites du copier-coller, pardonnez-moi, ou que vous lui prenez sa propre idée, qu'est-ce que vous lui répondez? Parce que l'idée, elle est marquée noir sur blanc sur le programme de Marine Le Pen. Écoutez, c'est pas parce qu'un membre du Front National aura une cravate que je devrais éviter de mettre une cravate. Non, mais vous en portez beaucoup en ce moment, parce qu'ils en portent beaucoup. Non. Moi, je n'accepte pas ce type d'argument. On avance une proposition parce qu'on a une conviction. Bon, en ce qui me concerne, je suis heureux que cette proposition ait été faite, et elle aurait dû l'être depuis longtemps. Parce qu'on a des pudeurs, n'est-ce pas, qu'il vaudrait mieux abandonner, car il y a une réalité sociale à laquelle on est confronté, nous le constatons tous dans nos communes et dans nos départements, c'est pas au Café de Flore que se fait, ou de Magot, si vous le préférez, l'un ou l'autre, n'est-ce pas? Mais c'est pas là que se fait la légitimité politique, c'est la souveraineté populaire, et chacun vote, et on va pas faire de tri dans les urnes, un vote vaut un autre vote, on n'a pas besoin d'être diplômé d'enseignement supérieur pour avoir le droit de voter, il n'y a plus de sens électoral, tout le monde vote. Jean-Louis Gombault. Simplement pour dire, il y a deux problèmes dans cette proposition de M. Copé. À mon avis, il y a un problème de principe et il y a un problème aussi de statistiques, de chiffres. Combien y a-t-il en France d'enfants de clandestins? Alors, d'abord, on ne sait pas combien il y a de clandestins. Les évaluations varient entre 300 et 500 000, mettons 500 000 maximum. Et en gros, des enfants de clandestins, ils ne doivent pas être plus de 50 000. Ces jeunes gens vont avoir la nationalité française, mettons, quand ils vont avoir 18 ans, au rythme à peu près de 1000 par an. Donc on est sur des chiffres très faibles. On est sur un problème. Alors, ça d'abord, c'est de voir quelque part l'insignifiance du problème. Cela dit, il y a un problème de principe fondamental qui est beaucoup plus important. C'est qu'est-ce que être français ? Qu'est-ce qu'avoir la nationalité française? Pourquoi demander la nationalité française? Mais partir de ce problème-là d'enfants de clandestins qui ne sont quand même en rien responsables du fait que leurs parents sont des clandestins. Les pauvres gosses, ils arrivent, ils sont gosses de clandestins, ils sont pour rien dans cette histoire. Mais partir de ce petit problème et pour arriver ensuite et discuter du principe, comme on le faisait hier avec M. Nora, qui justement présentait... Pierre Nora, l'historien qu'on recevait hier. Ça, c'est un problème absolument fondamental et crucial. Qui nous parlait d'identité. Armand Gardia, je reviens sur les statistiques, il n'y en a pas, les chiffres, mais vous les recevez, vous vous en occupez de ces familles, justement. Je suis tout à fait en accord avec ce que vous venez de dire. Le chiffre est significativement très faible. Ce que je voulais quand même dire par rapport à ce qu'a dit M. Marigny, c'est que vous, c'est extrêmement, dangereux, vous superposez sans-papier avec pauvres, avec non éduqués. Attendez, je termine. Hors la loi républicaine, madame. Vous avez dit vous-même, quand j'ai cité des personnalités, vous avez dit, mais on ne parle pas de ces gens-là. Mais si, on parle de tous ceux qui vivent en France, à un moment donné sont scolarisés, leurs parents font ce qu'il faut pour ça, enfin les soutiennent, et vous vous opposez, vous superposez avec pauvreté, misère. Sans-papier, c'est hors la loi. On ne peut pas accepter... Hors la loi, venu par les passeurs, par les trafiquants, c'est ça les sans-papiers. Oui. Eh bien oui. Eh bien moi je n'accepte pas que les enfants de sans-papiers puissent acquérir, fût-ce un seul enfant, puisse acquérir automatiquement la nationalité française. C'est en effet, comme l'a dit Jean-Louis Gombault, une question de principe. J'accepte pas ça. J'accepte pas.
Il me semble qu'au-delà de cette mesure très particulière, dont on vient de dire effectivement qu'elle avait une portée limitée, sans doute, et on l'entend dans ce que dit Philippe Marini, principielle et symbolique, avant tout, la difficulté qu'il y a avec ce débat sur droit du sol, droit du sang, c'est qu'on touche, et là on est aussi dans les questions de principe. J'aime pas dire valeurs, ce sont des principes. Je crois que les valeurs doivent être laissées de côté. On n'est pas dans la morale, on est dans la politique et dans ce qui fait, ce qui tient ensemble le pays et cette société. Et la question du droit du sol, si l'on y touche, par éclat, si je puis dire, dans la proposition qui est faite. Le risque, c'est de débrécher quelque chose qui est fondamental, qui fait qu'en France, à la différence d'autres pays, chaque pays a des systèmes et des traditions nationales, le droit du sol, c'est, dit-on, le Premier ministre l'a rappelé tout à l'heure, la tradition républicaine, ça va au-delà. C'était déjà largement le cas sous l'Ancien Régime. Donc la République a ajouté, a redéfini tout cela. Mais le droit du sol, c'est l'idée qu'on est français, parce qu'on fait partie d'une communauté politique. C'est-à-dire qu'on n'est pas français à raison du sang qui coule dans nos veines, parce qu'on a des ancêtres français depuis X générations, et ça s'arrêterait ici ou là, on ne sait pas. Français d'un jour, français de toujours, français quand même. Voilà. Donc il y a là quelque chose de tout à fait essentiel, et je crois que cette mesure particulière est un élément qui renvoie à un débat beaucoup plus profond qu'il faut avoir parce que nous n'avons pas assez ces débats, et autant il a été mal posé à l'époque de l'identité nationale en 2009 par Nicolas Sarkozy, parce qu'il y avait derrière une idée... Vous avez remarqué qu'il revient avec deux auteurs, Jean-Louis Gombault a parlé de Pierre Nora, il y a Alain Finkielkraut qui parle de l'identité. Mais c'est un débat essentiel. Moi à l'époque, on m'avait interrogé, j'avais dit c'est mal posé, il voulait faire ça dans les préfectures, c'était aussi une manipulation, parce que ça... Ça n'a pas été, c'était une bonne idée, ça a été un échec très mal monté, très mal exécuté. Imaginez que des préfets puissent diriger les débats, c'est complètement absurde. L'idée d'identité nationale est elle-même à débattre. Cette conception qu'il y ait quelque chose comme une identité doit être débattue. Mais débattons-en. Ouvrons la boîte. Là, c'est une vraie question. Pourquoi ne pas courageusement, plutôt, ouvrir ce débat d'une manière apaisée, si c'est possible, sur l'identité et pas sur une proposition qui paraît très limitée. C'est bien ce que nous faisons. Il va s'agir d'un ensemble de propositions. On en a évoqué une parce qu'en effet, elle est symbolique, elle est facile à repérer. Deuxième chose, dans cette ligne, la double nationalité. Oui. La France accepte la double nationalité. Oui, tout à fait. Bien d'autres pays en Europe n'acceptent pas. C'est-à-dire, vous voulez remettre en cause la double nationalité ? Dans la ligne des questions que nous nous posons ici. Autre proposition phare de Marine Le Pen, de remettre en cause la double nationalité. Des questions que nous nous posons ici, est-ce que la citoyenneté ne devrait pas être un engagement républicain indépendamment de tous les autres engagements? Est-ce qu'on peut accepter durablement qu'une proportion de plus en plus grande de nos concitoyens ait une double allégeance, une double fidélité, une double nationalité? C'est une question qu'à mon avis, il n'est pas du tout absurde de poser, car beaucoup d'États, tout aussi démocratiques que la France, depuis aussi longtemps, voire plus longtemps que la France, n'acceptent pas la double nationalité. Marini, il n'est pas absurde d'en discuter. Non, mais est-ce que vous avez déjà peut-être un avis sur cette question? Mais personnellement, je pense que nous devrions plutôt faire comme les États démocratiques comme nous, qui n'admettent pas la double nationalité. Et que être français, c'est un engagement sans retour. Donc vous demanderiez aux binationaux de choisir entre leurs... C'est un thème que je mets dans le débat. Une troisième chose. Vous savez que les circonscriptions électorales, on les découpe en fonction de la population, et non pas du nombre des électeurs. Est-ce bien légitime? Ce sont des sujets dont on peut tout à fait débattre. Jean-Louis Gombault et Armelle Gardien, là, le débat est beaucoup plus vaste. Et là, vous mettez une autre proposition qui, je le rappelle également, est comprise dans le programme du Front National. Marine Le Pen a toujours dit que si elle vient au pouvoir, elle demandera aux binationaux de choisir entre deux nationalités. Eh bien, qu'en pensez-vous? Parce que là, le débat s'élargit. À droite, en tous les cas.
À vrai dire, Vous avez l'air sonné. Non, non, pas du tout sonné, parce que je réfléchis en même temps à ce que M. Marini pense de l'immigration, et j'aimerais bien qu'il en dise un peu plus, parce que là, ce sont des points extrêmement précis. J'ai pas l'impression que ça passionne vraiment l'opinion publique, pas du tout. Hein. La France, regardez, on a, pour la plupart d'entre nous, des ancêtres qui sont venus d'ailleurs. La France est un pays métissé. Si on regarde les générations plus jeunes que la mienne, on s'aperçoit que nos enfants ont des copains de toutes les couleurs, de toutes les nationalités. Et ceux qui étaient dans la rue la semaine dernière ou cette semaine ne posent absolument pas les choses dans ces termes-là. Ceux qui étaient dans la rue qui demandent le retour de la jeune collégienne Léonarda. Des deux lycéens expulsés. On les regarde. Il y avait le lycée Montaigne qui était aussi dans la rue, donc j'ai pas entendu dire que c'était un lycée de banlieue jusqu'à présent. Enfin bon, ça représente une certaine jeunesse, la jeunesse. Les enfants de Saint-Germain-des-Prés, le lycée. Par exemple, mais il y avait aussi... Non, mais c'est un quartier que j'adore. Oui. Je rappelle que vous étiez et le Sénat s'y trouve. Hein. Oui, oui. C'est un quartier très convenable. Enfant de Saint-Germain-des-Prés, dans lequel il y a plein de clandestins. En fait. Bon. Mais le problème, c'est qu'on est dans une situation... Évidemment, il y a des élèves entrés de manière irrégulière dans les lycées d'élite. Bah oui, parce qu'ils ont d'office. Voilà. Ils entrent d'office. Hein. Pourquoi d'office? Non, je veux dire, il n'y a pas besoin de montrer une nationalité quelconque pour s'inscrire au lycée. La nationalité, non. Oui. Mais il y a besoin de montrer une identité. Non, mais ce que je veux dire, il y a un problème nouveau qui se passe. C'est qu'en réalité, aujourd'hui, depuis 2 ou 3 ans, il y a plus d'enfants d'immigrés que d'immigrés en France. C'est-à-dire que la question des enfants, elle va devenir de plus en plus importante. Vous avez à peu près 6 millions d'immigrés et 7 millions d'enfants d'immigrés. Donc ça, dans les statistiques, c'est quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que vont devenir ces enfants? Quand vous prenez l'affaire de Léonarda, quand même, quelque part, le problème de devenir française, elle n'a que 15 ans. Mais elle dit, moi, d'abord ma famille, indépendamment du problème de l'intervention du président de la République qui pose un autre problème politique. D'abord ma famille, d'abord. Donc, quelque part, elle n'est pas d'accord pour devenir française, pour s'établir en France. Elle montre, quelque part, une opposition à devenir française. Là, on est en train de parler de 2 choses différentes, devenir français ou être régularisé. Ça n'a strictement à voir un droit au séjour. Je vais laisser la parole. Alors, justement, au-delà du cas Léonarda, Réseau Éducation Sans Frontières, que vous représentez ici ce soir, s'occupe, il faut le dire régulièrement, quotidiennement même, de familles en situation irrégulière. Notre journaliste Jérôme Rabier s'est rendu dans une permanence à Paris pour suivre le travail de vos bénévoles. Regardez. Comme tous les samedis matins, cette permanence du réseau Éducation Sans Frontières est remplie. Familles, mineurs, jeunes majeurs, tous les profils de l'immigration sont ici réunis, venus chercher conseil pour préparer leur dossier de régularisation. Je vais te photocopier et te stabiloter, éventuellement même on le fera samedi prochain ensemble, les termes de la circulaire. Pour les militants, la circulaire signée par Manuel Valls il y a à peine 1 an a multiplié les dossiers, comme la précédente de 2007. Ça ne désemplit pas. La sortie de cette circulaire a provoqué, depuis décembre dernier, un afflux plus important de personnes, en particulier des familles au début, qui sont venues assez massivement parce qu'elles correspondaient aux critères de la circulaire et voulaient très rapidement constituer leur dossier pour aller le présenter à la préfecture et envisager une régularisation assez rapide. Si la circulaire a créé des conditions plus favorables pour les familles avec enfants scolarisés, elle a aussi exclu ou durci d'autres situations. Comme pour Mahamadou, jeune malien de 19 ans arrivé en France il y a bientôt 3 ans et scolarisé depuis son arrivée. Avec les dossiers qu'on a ramenés, et par rapport à la circulaire qui est sortie par Manuel Valls, moi je ne fais pas partie. Ça m'inquiète beaucoup parce que je me demande souvent j'ai même peur d'avoir, pourquoi pas, le prochain cible, parce que je suis encore sans papier. S'il accepte de parler à visage découvert, c'est parce qu'un rendez-vous à la préfecture est désormais prévu fin novembre. Problème, non suivi par l'aide sociale à l'enfance avant sa majorité, il ne remplit pas tous les critères. Après 3 ans de présence, il est pourtant prêt à se battre pour rester en France. J'ai vu ici, je pars à l'école tous les jours pour avoir un métier. J'ai fait des stages dans des entreprises, j'ai des amis et je vois ma vie ici, mon avenir, quoi. Depuis le mois de juin, cette permanence a reçu pas moins de 60 nouveaux dossiers de majeurs et mineurs dont la famille est restée à l'étranger, sans que plus de dossiers ne soient acceptés par la préfecture. De quoi désabuser les militants.
les fondamentaux restent les mêmes. On est dans une situation qui reste strictement comparable à la situation sarkozyste. Cette année, il y aura environ 30 000 régularisations d'étrangers en France, un chiffre stable depuis maintenant une dizaine d'années. Voilà pour ce reportage, notre journaliste Jérôme Rabier. On vient de l'entendre, Philippe Marini. Dans cette permanence, une seule permanence, 60 nouveaux dossiers de majeurs et mineurs dont les familles sont restées à l'étranger. Eux sont là, certains depuis de nombreuses années. Sur le plan des principes, sur le plan du droit, pour moi, il y a un chaînage qui s'appelle la loi, le respect de la loi, la citoyenneté ou la nationalité et l'intégration. Et dans le modèle universaliste et républicain auquel je crois, il n'y a pas d'autre chose. Je vais peut-être vous surprendre, très attaché à la diversité. Et chacun arrive avec son identité, son patrimoine génétique, son expérience, ses richesses. Mais dans le cadre d'un état de droit qui est fondé sur les principes que je viens de rappeler. S'il en va autrement, on ne fait qu'encourager la criminalité internationale et aboutir à des impossibilités et à des drames. Bon, depuis 15 ans, l'État, les gouvernements successifs empilent des lois de plus en plus restrictives pour l'accès à la régularisation. Ça s'appelle le CESEDA et sous Nicolas Sarkozy, plusieurs refontes du CESEDA ont été faites et qui ont limité au maximum la possibilité de régularisation. D'ailleurs, je me permets de vous demander, quand vous dites les enfants d'illégaux, je n'aime pas le terme de clandestin. Il avait été abandonné pendant de longues années. Je suis un petit peu étonnée de le voir réapparaître depuis quelques mois de manière aussi fréquente. Donc, combien de temps on va rester enfant d'illégaux? Le jour où on est régularisé, on n'est plus quelqu'un d'irrégulier. On n'est plus quelqu'un d'illégal. Au bout de combien de générations d'immigration, on est toujours étranger. A vocation à être régularisé. On a compris que vous avez deux conceptions très différentes de ces parcours. Oui. Alors comment est-on régularisé? Il y a un droit de sortie universel de tous les pays et il y a un droit d'entrée qui n'existe pas. On ne peut pas récompenser les entrées irrégulières. Le débat est ouvert à droite, Laurent Bouvet, et à gauche. Est-ce que la politique migratoire, c'est un tabou à gauche? Est-ce qu'il y a une réflexion aujourd'hui du parti, du gouvernement, de la majorité, selon vous? Du parti, je ne la vois pas. Enfin, de l'extérieur, j'ai l'impression que sur de très nombreux sujets, on va le dire gentiment, le Parti socialiste a arrêté de réfléchir il y a un moment. C'est peut-être d'ailleurs un des problèmes, après juste un an et demi après une élection, d'être dans cette situation. Mais c'est un autre sujet. Alors le PS affole, vous me réinviterez pour en parler. Oui, oui, très intéressant. Mais bon, sur l'immigration, la question telle qu'elle se pose et telle qu'elle est montée de manière extraordinairement terrible pour le pays ces derniers jours, là, autour du cas de cette jeune fille Leonarda. C'est une question qui se pose dans des termes qui ne sont pas des termes politiques. Ce sont des termes moraux, des termes de considération d'a priori. Qu'est-ce qu'on a? On a à main droite, l'immigration est une menace. C'est une invasion. On a ce gigantesque continent africain qui va nous arriver dessus. Regardez, tout le monde veut venir là pour profiter de nos systèmes sociaux, etc., etc. À main gauche, les frontières n'existent pas. On ouvre tout, tout le monde a le droit de circuler, tout le monde peut venir, il n'y a pas de problème, etc. Si on pose cette question comme ça, si on a en face, l'un de l'autre, ces deux positions, l'une de l'autre, pardon, ces deux positions, on n'y arrivera pas. L'immigration, c'est ni une chance en soi, ni une menace en soi. C'est une question politique. C'est une question qui se pose à tous les pays, des pays qui ont des frontières. Une frontière, ce n'est pas un mur infranchissable. D'ailleurs, un mur est toujours franchi à un moment ou un autre, on l'a vu dans l'histoire, on l'a battu. Ce n'est pas non plus une plaine sur laquelle il n'y a rien et où on passe comme si de rien n'était. C'est un lieu, une frontière où il se passe des choses, où il y a une respiration, où il y a des contacts. Et puis, il y a des gens qui sont dedans et des gens qui sont dehors et ce ne sont pas les mêmes. Et si ça doit devenir les mêmes, il faut que ceux qui sont dedans, ceux qui sont le peuple souverain dans les démocraties, décident des règles. Donc ça doit se régler politiquement. Donc moi, la seule chose que je peux demander comme une sorte si vous voulez, d'intellectuel dans le débat public, c'est de dire
mais mettons sur la table ces questions et tranchons par un débat et une délibération démocratique. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs, dans ce cas-là, que la solution ou les solutions, d'après ce que je comprends que prône M. Marini, soient celles qui soient défendues et acceptées majoritairement. On va laisser le mot de la fin justement à Philippe Marini, on arrive à la fin de ce débat. Oui, pour un grand débat, l'immigration c'est une question politique, d'abord et avant tout. C'est une question qu'il faut traiter directement. Il ne faut pas la contourner. Nos concitoyens attendent que nous ayons des idées claires, qui peuvent être des idées différentes, des idées opposées, mais que nous traitions ce sujet, que nous tranchions et que nous leur donnions la parole pour trouver les bons arbitrages. Merci. Question politique, Armelle Gardien, je suis sûre que vous rajouterez question humaine également. Pas simplement. En un mot. En un mot, je crois qu'il faut sortir des fantasmes et aborder des données scientifiques sur la question et concrètes. Et sur le terrain. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été nos invités. Merci d'avoir parlé de ce sujet. On arrive à la fin de ce journal. Merci à vous surtout de nous avoir suivis. Tout de suite l'émission politique Preuve par 3. Belle et douce soirée. À demain avec plaisir.